D'accord. Donc je suis sociologue et maître de conférence en sciences d'éducation à l'université de Rennes 2. J'ai enseigné effectivement, comme vous l'avez mentionné, à l'UFM de Bretagne auparavant, et mes travaux portent sur le système des relations, on va dire, entre les acteurs dans les contextes difficiles de l'enseignement. Donc c'est vrai que la focale du coup porte davantage sur les quartiers populaires et les familles qui habitent ces quartiers, mais aussi du même coup sur les jeunes enseignants qui sont dans ces collèges et établissements secondaires, donc des quartiers difficiles, défavorisés, ainsi que sur les adolescents. Et je crois que c'est précisément dans le système de relations, dans les configurations interactionnelles entre ces acteurs qu'on peut comprendre des choses plutôt qu'en les regardant de façon trop dissociée. Un acteur est toujours en relation avec, il n'est jamais sans, donc il faut éviter l'individualisme atomiste, comme on dit dans notre jargon sociologique. Je crois que c'est important quand on parle d'enseignement et de questions d'éducation. Alors, mon propos, donc, c'est essayer d'apporter des éléments pour éclaircir cette problématique éminemment complexe. Vous l'avez souligné, effectivement, des relations école-famille, et puis déjà de comprendre les logiques des familles populaires. Et d'ailleurs, c'est plutôt dans ces perspectives que je vais me situer ce matin, donc en termes de différents. Donc j'expliciterai aussi ce terme que j'ai utilisé pour me démarquer un peu d'autres travaux, d'autres perspectives, en particulier, mais c'est très intéressant, donc celle de François Dubet sur le malentendu entre les familles et l'école, ou encore des notions de désaccord. Alors, je vais essayer d'être à peu près réglé avec le PowerPoint. Donc, sachant, oui, je reviens un instant, sachant qu'il y a plusieurs témoignages de mères, de familles populaires qui vont être insérées dans le déroulement de ma conférence ce matin, donc deux parents de familles d'ATD Quart-Monde, puisque nous avons réalisé UFM de Bretagne, Université Rennes 2 et ATD Quart-Monde, donc avec l'aide aussi de Josiane Badoir, qui fait partie de l'ESN, donc un film sur le rapport des familles, alors en grande pauvreté, c'est la terminologie de ATD Quart-Monde, le rapport de ces familles donc en grande pauvreté, en grande difficulté de tous ordres, vous l'imaginez bien, le rapport donc à l'école avec les agents de l'institution scolaire. Et on va voir que là, il y a presque deux mondes qui s'ignorent mutuellement, et je crois qu'on féconde ce que j'appelle justement le différent dans cette ignorance mutuelle qui laisse fonctionner les préjugés réciproques et assez vite installe une distance qu'il est très difficile après de corriger. Donc il y aura deux témoignages de parents d'ATD Quart-Monde, alors famille donc dans la grande pauvreté. Alors c'est un souci pour moi que on n'assimile pas la pauvreté économique à une pauvreté culturelle. Je crois qu'il faut bien dissocier les deux. On peut être pauvre économiquement, on peut être au bas de la hiérarchie sociale sans être pauvre culturellement. Or, on peut être enclin parfois à confondre ces deux échelles de position sociale et échelle de valeurs culturelles. Or, il faut précisément les dissocier. Et si on prend, pour ne prendre qu'un exemple, les enfants des gens du voyage, on voit bien qu'il y a à la fois une pauvreté de conditions, même de position, aurait dit Pierre Bourdieu, puisqu'ils sont dominés dans la société, mais en même temps, il y a une revendication culturelle forte, et précisément, c'est ce qui peut faire problème en même temps, dans le rapport à l'école. Donc, déjà, j'ai en toile de fond à voir cette distinction qui parfois est oubliée lorsqu'on écoute des familles qui sont dans la difficulté, parce qu'elles-mêmes ont totalement intériorisé leur position de dominée et ne voient plus finalement la valeur qu'elles portent en elles et qu'elles peuvent transmettre aussi à leurs enfants. Donc il y aura deux témoignages de parents dans la grande difficulté, donc ATD Quart-Monde, interviewé par ATD Quart-Monde. On a également le témoignage d'une principale dans un collège qui, vous verrez, elle raconte qu'elle arrive dans ce collège en zone rurale. Il se trouve que c'est dans le département que j'habite, donc l'Ille-et-Vilaine. Et le témoignage d'une professeure des écoles qui, je crois, dit avec des mots assez justes le problème dans les rapports entre enseignants et certains parents. Donc,
j'espère qu'on va être bien synchrone et que ça va parfaitement s'insérer dans le déroulement de l'exposé. Alors, d'abord, parce que finalement ça paraît comme une évidence de parler des relations école-famille, mais finalement c'est quelque chose de nouveau que de poser l'enjeu des questions de scolarité à travers le prisme des relations école-famille. Et si on devait tracer un siècle d'histoire des relations école-famille, donc un siècle d'école républicaine, on pourrait dire qu'il y a une relation ancienne, dès lors qu'effectivement il y a une obligation de scolarisation, donc les parents sont contraints d'envoyer leur enfant à l'école, même s'ils ne le souhaitaient pas nécessairement dans un premier temps, mais une préoccupation récente. On pourrait dire que la préoccupation elle est assez précisément datée, elle a environ 2 décennies, 25 ans. C'est le tournant des années 80 qui marque l'intensification de la préoccupation et des rapports entre école, famille. Donc on est passé d'une configuration socio-historique où cette relation était à distance et sans faire problème, et ça a duré très longtemps, jusque donc les années 80, à une configuration récente où la distance fait problème. Donc il faut, c'est un peu mon objet aussi de recherche, s'interroger sur qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il nous apparaît plus nécessaire d'avoir ces relations entre parents enseignants, entre parents et acteurs de l'institution scolaire, et qu'est-ce qui fait que la distance fait problème ou peut être analysée comme la cause du problème. Et à travers la cause du problème, on désigne souvent les familles comme effectivement responsables, donc avec, j'y reviendrai, donc tous ces qualificatifs de familles démissionnaires, désintéressées, etc. Donc le rapprochement nous apparaît plus nécessaire, et pour donner une vision plus typologique de cette brève histoire des relations école-famille, on pourrait dire qu'il y a eu 3 grands moments. Je reprends ce découpage en complétant un peu des travaux de Robert Ballion, à savoir, premier moment, donc des parents qui sont administrés, au sens où on leur demande de se conformer à l'obligation de scolarisation des enfants. Cette période dure jusque la Seconde Guerre mondiale, donc c'est la période que Bernard Chalot a appelée celle de l'État éducateur. La finalité de l'école, donc c'est de former des citoyens et renforcer l'intégration culturelle commune, des normes culturelles communes, et d'abord à travers l'apprentissage de la langue française. Donc les parents sont administrés. Hormis la scolarisation de l'enfant, l'obligation de présence, on leur demande pas grand-chose, et ils pénètrent très peu dans l'école. Il y a juste des embryons d'associations de parents qui sont plutôt des amicales de bonne société, qui se réunissent dans des occasions un peu solennelles de remise de prix, de décoration honorifique et des choses comme ça. Mais il n'y a pas de relations, de contact direct. Il n'y a pas des parents qui viennent dans l'école comme on les voit aujourd'hui, à essayer même de pénétrer. On le voit très bien lorsqu'on va un peu observer à l'école préélémentaire, élémentaire, jusque dans la classe pour voir où est leur enfant. Vous voyez, on va aller presque s'asseoir à sa place dans la salle de classe. Donc, premier moment, les parents sont administrés, mais une fois de plus, cette distance ne fait pas problème. Ça fait partie du système de relations. Deuxième moment, les parents sont représentés. Donc, c'est au sortir de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la fin des années 70, c'est-à-dire c'est le développement des associations de parents d'élèves. C'est le fait qu'effectivement, à travers les conseils d'administration, puis les conseils d'école, on mette en place une représentation des parents dans l'institution scolaire. Donc, il y a des délégués, représentants des parents d'élèves. Je vous apprends rien, évidemment, en disant tout cela. Mais c'est un moment qui va d'ailleurs correspondre à l'apogée en termes d'associations de parents d'élèves, que ce soit par le nombre de représentants élus et surtout par le nombre de votants. Donc la valeur de représentativité, de porter les intérêts collectifs des familles à travers ces délégués élus représentants de parents d'élèves. Donc les parents sont représentés. Ballion dit, je crois, lui, parents abstraits. Je trouve que on comprend pas nécessairement très bien abstrait, sauf le fait qu'effectivement ils sont représentés, ils n'interviennent pas directement au contact des enseignants et des acteurs de l'institution scolaire. Il y a une médiation qui est celle des délégués représentants élus, donc des parents d'élèves. Et le troisième moment, celui dans lequel nous nous situons, où on parle de parents usagers, donc voilà un vocable qui s'est imposé dans le langage ordinaire des acteurs, des parents usagers, c'est-à-dire qui sont dans le rapport à un service public d'éducation,
qui peuvent utiliser de façon plus ou moins efficiente, mais on considère qu'effectivement ils ont des droits, ils peuvent poser des demandes d'informations, peser sur les décisions d'orientation et essayer pour certains, les parents stratèges, de jouer habilement du système scolaire avec toutes les subtilités qu'il faut connaître et que nous connaissons nous parce que nous sommes de l'intérieur du système et que beaucoup de parents ignorent. Et évidemment, dans une relation où moins vous avez été familier, plus vous êtes ignorant de ces subtilités, de la manière dont il faut manœuvrer dans le système pour essayer d'en tirer le meilleur profit, je dirais, particulier de ce service public d'éducation. Donc il y a des parents usagers avec peut-être deux profils. Et là, Robert Ballion oublie, me semble-t-il, un profil. Il parle des parents stratèges, consommateurs d'école. C'est cette expression si répandue désormais de parents consumérisme, consumérisme scolaire, consommateurs d'école. Elle est datée. Elle date de 1982. C'est Robert Ballion, et à ce titre on lui doit beaucoup, qui met le doigt sur ce nouveau rapport des parents à l'école où effectivement ils vont appréhender l'offre scolaire comme un ensemble de produits mis sur un marché et on essaye effectivement d'identifier le meilleur produit, d'en faire profiter sa progéniture en espérant que ça va maximiser ses chances scolaires de réussite. Ce qui est légitime du point de vue des parents, mais ce qui interroge sur je redis, légitime du point de vue des parents. C'est-à-dire qu'on peut pas, ça me paraît difficile de reprocher à des parents de souhaiter le meilleur scolairement parlant pour leurs enfants. Jusqu'y compris à éviter certains établissements, parce qu'on le sait, il y a des recherches pour ça maintenant qui le montrent, qu'ils n'ont pas les performances qu'on peut espérer, donc ça pose problème. Et évidemment, il faut aussi s'attaquer à ce mal, mais il y a une réalité des disparités de contexte, des disparités de performance des établissements, ce qu'on appelle l'effet établissement, et dès lors que vous êtes informé, vous pouvez légitimement souhaiter un autre établissement qui laissera plus de chance à votre enfant. Alors, bien souvent, c'est pas d'ailleurs le critère de la performance scolaire des établissements qui fait le choix, ou plus exactement l'évitement des parents, mais néanmoins ça fait partie des comportements des parents consommateurs et stratèges, au premier rang desquels les parents enseignants. Plus vous connaissez l'institution, plus vous connaissez les ficelles et vous savez comment manœuvrer, je dirais, pour en tirer le meilleur profit pour votre progéniture. Donc les parents, une minorité. Et je crois que ça, il faut quand même le garder aussi à l'esprit, contrairement peut-être à certaines choses qu'on a pu entendre un peu avant les élections. C'est une minorité de parents qui dérogent à la carte scolaire, j'entends, du public au public, et qu'il ne faut pas nécessairement confondre et assimiler, comme c'est fait trop souvent, avec ceux qui inscrivent leurs enfants dans des établissements privés. C'est deux stratégies, des motivations, des raisons de choix et des attentes qui ne sont pas les mêmes. Donc si on les confond, ça fait un gros chiffre. On aime bien les gros chiffres parce qu'on a l'impression qu'on comprend mieux, parce qu'évidemment quand il faut détailler le fait que c'est très différencié, c'est peut-être un peu plus difficile, mais en réalité les parents stratèges, c'est une minorité. Il y a environ 10% des parents dont l'enfant n'est pas scolarisé dans l'établissement secondaire public du secteur, d'accord ? Mais quand vous dites 10%, c'est 6-7% pour les enfants d'ouvriers d'employés, c'est 18-19% pour des fils et filles dont un des parents est enseignant. Donc, parents usagers stratèges, ce qui veut dire aussi, ce que j'ai rajouté que Ballion n'avait pas rajouté, des parents captifs. Dans une dynamique où il y a une égalité d'accès au choix de l'offre scolaire, le choix des uns fabrique indissociablement la captivité des autres. Donc on peut être d'accord sur la logique du choix du meilleur produit sur le marché scolaire, entre guillemets, pour garder cette métaphore libérale, mais en même temps on peut s'inquiéter des conséquences en cascade pour ceux qui précisément n'ont pas le choix, parce qu'ils en sont éloignés, parce qu'ils n'ont pas l'information, et donc ils prennent les miettes scolaires, ce qui reste sur le marché, et parfois c'est évidemment pas ce qu'il y a de meilleur, surtout pour leurs enfants qui ont besoin de plus,
et du coup, il se trouve captif de l'offre restante. Donc, c'est les processus que Éric Morin a analysés, en parlant de ghetto français, ghetto à la fois territorial, résidentiel, social, ethnique, mais aussi ghetto scolaire. Donc, les problèmes de ségrégation scolaire, c'est-à-dire comment on rajoute de l'inégalité sur de l'inégalité qui est déjà là. Donc, c'est comme si on rajoutait une couche d'inégalité supplémentaire, mais cette couche d'inégalité, c'est une production propre de l'institution scolaire d'une certaine manière. C'est elle, à travers la concentration et aussi tout ce jeu de choix et de non-choix qui fait que certains se retrouvent concentrés dans certains secteurs d'habitat, dans certains établissements, et que l'effet de concentration amplifie les inégalités. D'accord ? Bien, donc on pourrait dire qu'il y a ces trois moments de l'histoire des relations entre école et famille qui correspondent à trois figures de parents administrés, représentés, usagers, stratèges, mais aussi des parents captifs, donc ceux peut-être auxquels je m'intéresse davantage pour ma part. Enfin, dans cet enjeu, je voudrais juste interroger le postulat, c'est-à-dire finalement on fait comme si il y avait que des bénéfices à attendre des relations entre les parents et l'école. Une espèce de postulat donc qui n'est pas interrogé, d'évidence, il faut aller vers plus de relations entre les parents et l'école, et si c'est difficile, c'est parce qu'il n'y a pas assez de relations, donc ça devient un prisme à travers lequel on fait une lecture des difficultés ou des réussites scolaires. On ne s'interroge pas sur la relation école-famille lorsque la scolarité marche bien. En revanche, on a des inquiétudes sur les rapports entre les familles, les parents, les anciens acteurs de l'institution scolaire lorsqu'il y a des difficultés. Donc avec un postulat, avec à l'arrière-plan, mais sans que ce soit questionné, le fait que s'il y avait plus de relations, ça irait mieux. Donc c'est précisément ça dont je me suis emparé pour essayer de voir si c'était réellement ces effets-là qu'on pouvait attendre. Alors, vous avez soulevé effectivement la question du terme populaire. Donc j'ai consacré un peu de mon temps et quelques écrits pour savoir effectivement de qui on parle, de quoi on parle lorsqu'on parle de ce monde populaire. Donc je vais essayer d'être assez bref sur cet aspect, même si c'est passionnant et très complexe en même temps, pour peut-être dire deux choses principales. Première chose, c'est que il existe, oui, un monde populaire, mais ce monde est en voie de recomposition. Alors, d'abord du point de vue statistique, pour situer les choses, si on prend donc les catégories socio-professionnelles, professions et catégories sociales, donc on va dire qu'on a, ce que je reprends ici, un quart de la population qui est active, qui est composée d'ouvriers, 28% d'employés. Alors les employés, c'est les versants féminins de l'emploi ouvrier, donc essentiellement masculin, à plus de 80%. Et on a donc employés et ouvriers qui vont composer ce monde populaire au sens des catégories socio-professionnelles. Alors pour le dire autrement, on peut reprendre de ce point de vue les catégories qui sont construites par les services du ministère de l'Éducation nationale. On a plus de 40% des enfants qui sont socialisés, qui grandissent dans un groupe socialement défavorisé. Alors défavorisé socio-économiquement, mais défavorisé aussi par rapport à la scolarité des enfants. C'est aussi le sens des regroupements statistiques qui sont faits par le ministère, c'est de montrer que dans 40 ou 45% des enfants, il y a un plus grand risque de difficultés scolaires. Non pas une relation fatalement qui conduit à difficultés, mais une probabilité plus forte d'avoir des enfants qui rencontrent des difficultés à un moment ou à un autre de leur scolarité. Donc il y a une réalité statistique qui résiste d'ailleurs à un certain discours sur le déclin ouvrier, etc. Je crois que les choses sont quand même plus lentes. En revanche, et ce qui fait la difficulté d'appréhender ce monde populaire, c'est qu'il y a une recomposition qui est faite à la fois d'une diversification, donc c'est un monde plus diversifié, plus divisé, plus fragmenté, dans son identité, dans sa composition, dans ses caractéristiques. Donc on a une diversité de statuts, de conditions de vie et d'origine des familles. Je crois que, là, j'ai pas besoin de beaucoup développer pour
que vous compreniez bien qu'effectivement, entre l'ouvrier qui a son CDI dans une grande entreprise avec un comité d'entreprise puissant, et puis celui qui est dans une petite PME sous un statut précaire, même s'ils sont tous les deux, du point de vue de la catégorie socio-professionnelle, ouvriers, leur statut, leurs conditions de vie, c'est-à-dire aussi leur rapport au temps et à l'avenir, n'est pas du tout le même. Donc ils ne sont pas du tout engagés de la même manière dans la vie, et ils ne sont pas préoccupés de la même manière de leur existence, du quotidien et de l'avenir de leurs enfants. Donc à travers les statuts, au-delà de la CSP, il faut affiner pour percevoir des conditions de vie différentes. Alors on peut ajouter aussi, parmi les facteurs qui différencie cette population et qui contribue aussi à la discrimination de l'intérieur même du monde populaire, parce que quand on introduit le facteur immigré, ce facteur c'est pas simplement une partie des parents stratèges qui veulent éviter que leur enfant côtoie trop d'enfants issus de l'immigration, en particulier d'une certaine immigration, on peut être beaucoup plus précis que ça. C'est aussi au sein même du monde populaire qu'il y a des stratégies d'évitement. On les voit aujourd'hui se dessiner, d'une partie des parents justement peut-être qui ont un statut un peu plus stable dans les couches ouvrières et populaires, qui vont avoir des stratégies d'évitement et éventuellement de recours à des établissements privés lorsqu'ils le peuvent. Mais il y a une réalité donc des familles issues de l'immigration. J'aime pas beaucoup parler comme ça parce que jusqu'où faudra-t-il remonter pour cesser de dire qu'ils sont issus de l'immigration, donc là on est un petit peu piégé par les mots, mais il y a bien ces familles immigrées qui sont des familles populaires du point de vue de leur statut professionnel, de leurs conditions de vie. Il faut savoir qu'il y a plus de 80%, 85% je crois, des familles issues d'immigration, autant qu'on puisse les repérer, qui appartiennent aux couches populaires. Donc il nous faut être extrêmement vigilants par rapport à ce critère, parce que souvent, comme on dit en sociologie, un critère en masque un autre. Autrement dit, on impute au fait d'être issu d'immigration, donc à une dimension culturelle, des difficultés ou un type de rapport à l'école qui trouve d'abord une origine sociale. Alors ce qui est difficile, c'est qu'il y a souvent une combinaison des deux. Mais il faut se garder d'ethniciser les problèmes scolaires, et de voir sous l'angle culturel ce qui a d'abord une origine sociale. Donc une diversité et un monde plus divisé, plus fragmenté, je crois que ça c'est important dans un premier temps. Deuxième chose, un processus d'individualisation familiale, c'est-à-dire de repli sur la sphère privée. Alors il est concomitant d'un autre processus, c'est celui de la désaffiliation, comme dit Robert Castel, c'est-à-dire aussi d'un effritement du sentiment d'appartenance à une classe ouvrière, donc qui longtemps a symbolisé la classe populaire. C'est des solidarités qui se sont affaiblies considérablement, et c'est aussi l'identification collective à la classe populaire, enfin ouvrière et populaire, qui est moindre. Je crois que ce point est important parce qu'effectivement, une des formes de ressources symboliques dont disposaient les familles populaires, c'était le sentiment d'appartenir à un corps solidaire dans sa condition et dans ses aspirations, liées par une identité collective partagée qu'ils n'ont plus aujourd'hui. Donc lorsque cette identité effectivement se perd, donc un élément, une composante essentielle de donc leur statut se dérobe, et quelque chose de l'ordre de la transmission, notamment sur l'axe père-fils dans la famille, va aussi s'effilocher. Vous savez comme moi que ceux qui rencontrent le plus des difficultés dans le système scolaire aujourd'hui sont les enfants garçons de milieu ouvrier, beaucoup plus que les filles, et sans doute dans les facteurs contributifs à l'explication qu'on peut donner d'un phénomène très complexe, il y a cette déliaison intergénérationnelle, comme je la qualifie, c'est-à-dire le fait que la transmission se fait plus difficilement, voire c'est un héritage impossible. À la fois les pères qui disent surtout ne fais pas comme moi, tu as vu dans quelles conditions je suis, et puis de toute façon s'il ne le dit pas, l'enfant le constate lui-même, et l'enfant qui surtout ne veut pas faire comme son père auquel il ne veut pas s'identifier. Et là, il y a une rupture générationnelle qui est assez forte depuis les années 80, et en même temps que ces jeunes garçons vont plus longtemps à l'école, sans nécessairement y réussir,
ils perdent les ressources identificatoires qu'ils avaient auparavant à travers la figure de leur père et du monde populaire ouvrier, auquel, avec fierté, il y a tout un ensemble de textes qui montrent ça, et ils allaient pouvoir intégrer. Donc, il y a ce versant négatif, mais il y a peut-être un versant positif. C'est-à-dire que c'est double, hein, comme souvent, il n'y a pas qu'un seul facteur. Donc, il y a à la fois cette désaffiliation, cette individualisation familiale et le défaut de collectifs auxquels on puisse s'adosser, hein, des collectifs protecteurs, comme dit Robert Castel, hein, c'est ça le processus de désaffiliation, on ne peut plus s'adosser à des collectifs protecteurs, on n'a plus non plus de constellations symboliques, hein, qui sont celles des ressources identitaires qu'on pouvait puiser dans ce groupe d'appartenance, et en même temps, donc, on se sent plus vulnérable. Hein, le sentiment de précarité, il est très fort. Il est bien au-delà, d'ailleurs, de la réalité des conditions sociales objectives dans lesquelles sont les familles. Mais c'est quoi un sentiment de précarité ? C'est le sentiment de pouvoir faire corps avec d'autres, hein, avec un groupe social. Quand la société ne fait pas corps avec elle-même, comme dit Durkheim, eh bien, effectivement, il y a un sentiment de précarité, il y a un sentiment anomique, les choses se dérégulent, s'effilochent du point de vue du lien social. Mais en même temps qu'il y a ce versant, il y a une dynamique émancipatoire, c'est-à-dire que, du coup, on va pouvoir espérer, en s'affranchissant d'un destin de classe qui avait aussi quelque chose d'un peu fataliste. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait un conformisme de classe, une soumission peut-être à certains modèles de classe, et du coup, l'émancipation est rendue plus difficile. Donc, l'individualisation familiale, hein, s'enfermer pour s'en sortir, donc on se coupe des autres, on se coupe de son environnement, donc d'une certaine manière on se rend plus vulnérable, mais peut-être que c'est là aussi le levier d'une émancipation, comme on le voit très bien, du point de vue d'une partie de la jeunesse, et peut-être davantage chez les filles d'ailleurs. Alors, oui, deuxième point, je me rends compte que je suis horriblement bavard. Donc deuxième point, donc famille populaire de qui parle-t-on ? Juste d'un mot, distinction de vocabulaire, toujours utile. Donc entre famille et parents. Il est apparu dans une étude de Dominique Glassman qu'effectivement il y avait peut-être à regarder de plus près la façon dont on utilisait les termes de famille et de parents. Et je crois qu'il a raison, tout en étant prudent tout de même sur l'interprétation qu'on peut apporter, mais il apparaît bien que lorsqu'on parle de famille, on parle d'un groupe déjà, hein, à la différence des parents, d'un groupe, un groupe externe à l'école, qui est lui-même dans un milieu familial, un milieu social, un milieu culturel. Et lorsqu'on fait porter l'observation sur des quartiers difficiles, en zone d'éducation prioritaire, comme l'a fait Dominique Glassman dans ses travaux, on voit que souvent la famille peut être invoquée comme étant un problème, voire la cause du problème des difficultés scolaires rencontrées par l'enfant. Donc tout se passe comme si parler de famille, c'était désigner la source du problème, et ce avec quoi il va falloir essayer de s'arranger, et que ça va être difficile. D'ailleurs, le terme de démission des familles dit bien qu'effectivement c'est ce groupe qui est désigné à ce moment-là. Dans le vocable parent, d'une part, on désigne des acteurs individualisés, et on sous-entend une compétence, en tous les cas on l'attend, à ce qu'ils se comportent comme des parents d'élèves. C'est effectivement des termes qui sont usités dans l'institution scolaire, et d'une certaine manière on ne reconnaît que des parents d'élèves, association de parents d'élèves, réunion parents-professeurs, et là, même lorsqu'on veut mener des actions en direction des familles, finalement on s'adresse aux parents. J'ai en tête évidemment la semaine des parents à l'école, vous voyez, on veut faire venir les familles, mais finalement l'interlocuteur légitime, compétent que l'on attend, c'est le parent. Donc tout se passe comme s'il devait y avoir une conversion du côté des familles, de façon à ce qu'effectivement les parents se comportent en parents d'élèves et que les enfants deviennent des élèves. Donc c'est cette conversion qui est attendue, et finalement on parle des familles mais on attend des parents. Il faut peut-être réfléchir sur cette ambiguïté et aux termes qu'on utilise à différentes reprises lorsque on veut s'adresser à ses parents ou à ses familles. Alors, d'où nous vient donc la préoccupation de ces rapports entre parents et enseignants, entre famille et école. Famille et école, deux instances de socialisation, parents enseignants, deux types d'acteurs. On peut aussi opérer cette distinction.
Alors, je pense qu'il y a deux choses essentielles, et surtout si on se place du point de vue des familles populaires, comme je vais le faire maintenant jusqu'au terme de cet exposé. D'abord, bien comprendre qu'il y a on est passé depuis les années 60-70, c'est pas tout récent, dans un mode de reproduction et de socialisation à dominante scolaire. Donc ça, je crois que c'est très important à saisir. C'est une caractéristique structurelle de la société française. Dans les années 60-70, donc ça bascule, c'est-à-dire que le capital scolaire, pour parler comme Pierre Bourdieu, devient le capital dominant. Donc ce que les parents doivent transmettre, le plus grand nombre des parents doivent transmettre à leurs enfants, c'est quoi? C'est bien sûr, lorsqu'ils le peuvent, un héritage économique. Mais quoi qu'il en soit, ce sera toujours aussi nécessaire, mais de moins en moins suffisant. Ce qu'il faut transmettre, c'est un capital culturel, scolairement rentable. Et ce qu'il faut que les enfants acquièrent, c'est effectivement des titres scolaires, une qualification, des titres scolaires, puis capital scolaire, de façon à pouvoir retrouver une position sociale au moins comparable à celle des parents et si possible l'améliorer. Donc la logique de la reproduction, elle est passée à dominante scolaire donc dans ces années 70, c'est dans le contexte français de ces années-là, le petit artisanat, la petite entreprise familiale qui n'est plus viable. C'est-à-dire que quand bien même on veut transmettre, à terme, ça ne suffira pas pour faire vivre la famille de ses enfants s'ils reprennent cette exploitation. Donc il faut convertir le capital qu'on a économique en un capital scolaire. Donc il faut faire des études. Et du coup, il y a un investissement scolaire qui est rendu plus nécessaire pour acquérir ce capital et un pouvoir accru de l'école. Je crois qu'il faut bien voir que l'école détient un pouvoir très important qui est celui de former, d'instruire et de former des individus, mais aussi de délivrer ou de refuser des titres scolaires. Moi qui ai travaillé longtemps à l'UFM, vous savez, cette frontière magique entre le dernier reçu et le premier calé. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que votre vie, votre destin bascule sur des centimes de points, oui, après la virgule. Donc, qui a ce pouvoir? C'est bien l'institution scolaire. Donc, c'est bien elle qui, à un moment donné, va trancher. Donc, le destin des individus et à travers les individus, c'est aussi pour ça qu'il y a une si forte pression familiale, c'est celui de la lignée qui se joue. Donc il y a le destin des individus, donc oui, c'est l'avenir de l'enfant, mais à travers l'enfant, c'est l'avenir de l'école. Et lorsque vous avez des familles à enfants uniques, ça, on le mesure très très bien. Il y a une pression scolaire beaucoup plus forte, et d'ailleurs on a des enfants plutôt plus réussissants que lorsqu'il y a des familles avec 3 ou 4 enfants, où la pression est plutôt sur le premier, un petit peu moins sur le petit dernier ou la petite dernière, comme on dit. C'est vrai. C'est vrai. Et s'il n'y a qu'un enfant, l'enjeu de reproduction familial, il se joue à travers cet enfant unique. Donc il subit une pression assez forte. Donc on voit l'emprise de l'école sur le destin des individus, sur la lignée familiale, sur la logique de la reproduction. Donc en même temps, double lecture, l'école a un pouvoir accru qui peut donc engendrer là aussi des rapports différents avec les parents et avec les parents stratèges, des stratégies pour effectivement maximiser les chances. Alors les conséquences qu'on peut analyser à la lumière de ce mode de reproduction et de socialisation à dominante scolaire, c'est qu'effectivement l'école pèse davantage sur l'accès à l'emploi, c'est évident, l'insertion, l'accès à l'emploi, mais aussi, c'est peut-être ce point que je voudrais souligner très brièvement, sur l'image de soi, sur l'identité individuelle. Il y a une production de l'identité, d'un statut, d'une image de soi à travers la valeur scolaire. On pourrait dire d'une formule simple que la valeur individuelle est de plus en plus indexée à la valeur scolaire. D'accord ? Donc on se juge, on est jugé, on s'apprécie, on est apprécié, son image est reflétée à travers le jugement scolaire. Jugement, j'entends les résultats qu'on obtient, les appréciations qu'on a des professeurs, le jugement sur soi par les acteurs des écoles, mais aussi par les autres élèves. Ils ne se loupent pas entre eux. Donc, quand vous êtes mal classé, mal jugé, c'est pas toujours une position facile sous le regard du groupe des pairs. Donc, il y a cette indexation étroite entre valeurs individuelles et valeurs scolaires qui fait que les problèmes individuels, les enjeux identitaires sont posés à travers le prisme scolaire beaucoup plus aujourd'hui et pour une durée plus longue, puisqu'on est scolarisé plus longtemps, et c'est à ce titre qu'on peut dire que le mode de reproduction et de socialisation est à dominante scolaire. Aujourd'hui, la quasi-totalité des jeunes d'une génération
poursuivent leur scolarité jusqu'en fin de troisième, mais à 85%, à 18 ans, ils sont encore scolarisés. Donc il y a ce que j'appelle une adolescence scolaire, et tous les jeunes d'une génération, y compris des classes populaires, vivent cette adolescence à l'école. Donc il faut bien composer avec cette jeunesse et tout ce qu'elle peut importer dans l'institution scolaire, et qui va modifier sensiblement la donne par rapport donc au métier d'enseignant et aux relations avec les familles. Donc cette reproduction-socialisation se fait dans un contexte, je dirais, d'un dernier mot, où l'idéologie méritocratique est dominante. C'est-à-dire vous êtes responsable pour le meilleur de vos succès, mais aussi pour le pire de vos échecs. Donc il y a une charge symbolique très forte qui porte sur l'élève en difficulté, en situation d'échec, sentiment que finalement il n'en doit qu'à lui-même d'être dans cette position de vaincu scolaire, comme dit François Dubay, mais on voit bien, je vous apprends rien là non plus, que des élèves en difficulté, en échec scolaire sont très souvent, et on comprend à travers ce prisme, je crois, des élèves en souffrance. Donc après, qu'est-ce qu'ils font de cette souffrance qu'ils subissent à travers l'institution. Donc certains tombent dans une forme de résignation fataliste, d'autres au contraire vont tenter de garder la face en s'opposant, parce qu'en s'opposant on se construit aussi dans une identité, on s'affirme par rapport aux autres. Donc sous des modes différents, ils vont essayer de sublimer cette souffrance qui est une forme de violence symbolique qui est faite par l'institution à travers le jugement scolaire et le classement des classants, comme je dis. Mais dans un contexte donc où c'est la compétition et la lutte de tous contre tous à l'école, effectivement, il fait pas bon être perdant parce que vous portez le poids de vos échecs. Alors, un mode de reproduction et de socialisation à dominante scolaire, mais aussi dans ce rapport de dépendance des familles populaires à l'école, un rapport d'espérance qui est vraiment très très fort. Et là, moi, les 50 entretiens que j'ai menés avec des parents le montrent tous. Il n'y a pas une famille qui ne souhaite pas la réussite scolaire de son enfant. Je crois que là, ça, on peut poser ça clairement, que toutes les familles, y compris populaires, y compris pauvres, souhaitent la réussite scolaire de leurs enfants. Après, c'est comment elles font, de quelles ressources disposent-elles pour essayer de renforcer les chances de succès de leurs enfants. Donc il y a, je reprends une expression de Stéphane Beau et Michel Pialou, un salut par l'école. Vous voyez, une espèce de fuite en avant, un peu à l'aveugle, où on s'en remet à l'école en espérant le succès de ses enfants, puisque possédant peu par ailleurs, on espère tout de l'école. Mais ceux qui espèrent le plus sont peut-être ceux qui peuvent le moins. Donc il y a là une configuration qui est un petit peu problématique et qui est source d'un certain nombre de différends, on va le voir dans un instant. Alors ça signifie aussi, dans ce rapport d'espérance et de dépendance à la fois, que les familles doivent composer avec l'école. Donc il faut trouver des arrangements, il faut essayer de comprendre les attentes de l'école, il faut essayer d'adopter un rôle conforme à ce que l'école, sans toujours le dire, peut attendre des parents. Et il y a des exigences nouvelles qui se posent aux parents, parfois des choses très simples qui pour nous sont comme des évidences totalement intégrées, mais qui sont parfois des vraies difficultés pour certains parents. Suivre la scolarité de leurs enfants, s'informer au bon moment, si possible, manifester par certains signes son intérêt scolaire, et plus profondément adopter un modèle éducatif qui soit, si possible, proche et en conformité avec les valeurs, les références, les normes éducatives à l'école. Donc il y a une espèce d'impensé là dans le processus de scolarisation d'enseignement, c'est que l'école, à travers ses agents, diffuse un style éducatif, un modèle d'éducation. Et la question, c'est dans quelle mesure les familles les plus éloignées de l'école sont en proximité, en distance, et parfois en conflit, en non-compréhension par rapport au modèle éducatif de l'école. Enfin, je dirais que dans ce rapport d'espérance et de dépendance des familles à l'école, il y a le risque d'une forme de dépossession parentale. Alors, en même temps qu'il y a une délégation, on va le voir tout à l'heure dans la logique de confiance, c'est-à-dire que les parents font confiance à l'école, s'en remettent à plus compétents qu'eux, espèrent beaucoup en l'école, le salut par l'école. En même temps, il y a un risque de dépossession. C'est pas de démission, c'est de dépossession. Donc ça nous appartient plus. C'est l'école qui décide. Elle a
beaucoup de pouvoir, surtout qu'on est un petit dans la société. L'école, c'est très puissant, on en attend beaucoup, mais en même temps, on dépend beaucoup, et on se sent parfois diminué, incompétent, impuissant, dépossédé. Père et mère. Mais les mères, on va le voir aussi, essaient de maintenir quand même une certaine dignité, notamment par rapport aux responsabilités éducatives. Alors, ce qui va être engendré par ce mode de reproduction de socialisation des moyens scolaires, ce rapport de dépendance à l'école, c'est un enjeu de division du travail éducatif entre les familles et l'école. Les attentes, je l'ai un petit peu dit à l'instant, les modes de socialisation ne sont pas les mêmes. Je voudrais juste prendre est-ce que je vois le temps qui passe, le critère de l'autorité. On pourrait prendre aussi le critère de l'autonomie. Quel est le style d'autorité qui se développe à l'école aujourd'hui, porté par les agents de l'institution scolaire qui sont issus pour une bonne partie d'entre eux, si on prend les jeunes enseignants, des classes moyennes et supérieures. Alors, sachant que, juste cette petite parenthèse, parce que là aussi, on entend des choses qui ne sont pas très très justes. Qu'est-ce qui fait problème? Ce qui fait problème, c'est qu'on envoie des professeurs issus des classes moyennes et supérieures dans des établissements, des contextes où les élèves sont socialement, culturellement très éloignés d'eux. Et par le fait de la territorialisation, qui est en fait une ségrégation sociale, scolaire, ethnique, eh bien, on accentue le contraste. C'est-à-dire qu'ils ont en face d'eux des élèves dont ils ignorent tout ou presque. Les familles qu'ils découvrent en même temps qu'ils découvrent le métier. Donc on crée les conditions, effectivement, du malentendu, voire du différent. Je referme la parenthèse. Donc autorité. L'autorité, le style d'autorité qui est exercé à l'école, enfin moi mes enquêtes auprès des enseignants tendent à le montrer assez clairement, pas que les miennes d'ailleurs, c'est une autorité, on va dire, négociée. C'est une autorité contractualiste. Donc on passe des contrats avec les élèves, on essaye de négocier, on arrive à des paradoxes de règles individualisées. Pourquoi? Parce qu'effectivement les situations sont de plus en plus imprévisibles. S'inscrivent de moins en moins dans les cadres réglementaires ou du règlement intérieur d'un établissement, toute la difficulté de concevoir le règlement intérieur, alors que les enfants des couches populaires, encore pour une partie significative d'entre eux, d'après ce que montrent les recherches ou les modèles éducatifs parentaux dans les couches populaires, sont dans une autorité qui est faite de soumission, d'obéissance. Donc on écoute son père et sa mère, c'est des rapports statutaires et non pas des rapports interindividuels. Vous voyez, tout se passe comme si dans la classe c'était aplani, horizontal, là où dans la famille c'est vertical. Attention, ton père va rentrer. Vous voyez, donc encore une figure d'autorité qui peut peser. C'est quoi? C'est du rapport statutaire, verticalisé, où effectivement on demande à l'enfant de se soumettre et d'obéir. Alors si on lui demande pas ça à l'école et dans la classe, il prend peut-être beaucoup de liberté et un peu trop, parce qu'effectivement, il attend que l'enseignant exerce cette autorité. Et là, il y a des malentendus, j'aurais beaucoup de témoignages à vous donner, où les jeunes professeurs se disent, je vais plutôt la jouer sympa avec les élèves, ça va mieux se passer. Et là, les élèves, ils se disent, c'est bien, quand on a un boulevard qui s'ouvre devant nous, on en profite allègrement. Donc, autorité comme exemple, parfois des incompréhensions entre élèves et enseignants à travers des modes de socialisation qui ne sont pas les mêmes. Et donc difficulté aussi de s'accorder sur le partage des rôles et des responsabilités dans cette division du travail éducatif. Alors là aussi je passe vite parce que je n'aurai pas assez de temps sinon pour le reste qui me paraît tout à fait capital. On pourrait dire qu'il y a un process d'acculturation antagoniste, des termes un petit peu compliqués pour dire des choses très simples. C'est quoi? C'est que la difficulté pour l'école de comprendre le monde populaire. Je viens de prendre l'exemple des jeunes enseignants. Voyez, donc il y a tout un temps d'acculturation pour eux aussi. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils comprennent les familles, les élèves, les logiques dans lesquelles sont ces familles et ces élèves, le monde qui est le leur, et ça prend beaucoup de temps. Et parfois, ils ont déjà quitté l'établissement avant d'avoir fait un peu du chemin symbolique qui pourrait les rapprocher des élèves. J'ai cité l'exemple du langage, je ne développe pas. Mais difficulté aussi pour les familles de comprendre les attentes de l'école, de s'en emparer, et de tenter de s'y conformer. C'est pas explicite, c'est pas transparent. Donc si effectivement on n'a pas été familier de l'institution scolaire et de l'école, si on n'est pas proche de la culture scolaire, si on n'a pas dans
son réseau de relations, des informations ou des informateurs qui vont nous rapprocher d'une manière ou d'une autre de l'école, eh bien on reste à distance dans une incompréhension mutuelle qui contribue à alimenter les préjugés réciproques. Enfin, il y a peut-être le risque dans cette vision du travail éducatif de voir des parents disqualifiés. Alors, je n'aurai pas assez de temps pour bien expliquer ce que je veux dire dans cette notion de disqualification, mais je crois qu'elle est tout à fait essentielle, notamment dans les rapports entre adolescents et parents au sein de la famille. C'est quoi la disqualification? C'est le fait que finalement on reconnaisse peu ou pas la culture populaire au sein des établissements scolaires. Je sais qu'il y a des actions qui sont menées ici et là, mais ça a souvent un caractère très ponctuel, et du reste, c'est pas la mission de l'école non plus, d'accueillir la culture populaire dans toute sa diversité dans les murs de l'école. Mais à travers l'allongement des études, on voit des parents de plus en plus impuissants, incompétents, et renvoyés à cette incompétence et à cette impuissance par leurs propres enfants. Je le disais en me présentant, je travaille aussi sur donc les adolescents de milieu populaire, et ils disent qu'ils ne peuvent pas être aidés par leurs parents, ni scolairement bien sûr, mais ni économiquement. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas avoir de cours particuliers, ils ne peuvent pas avoir une aide. Donc, d'une certaine manière, ils ont l'impression que leur famille n'est d'aucun secours face aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Et il me semble, c'est une hypothèse, en tous les cas je vous la livre, qu'on a un processus d'autonomisation précoce des adolescents dans les couches populaires. Pourquoi? Parce qu'effectivement, leurs parents sont impuissants, incompétents, économiquement, scolairement. Donc il y a une forme de disqualification parentale. Et si de surcroît les figures parentales ne sont pas des modèles identificatoires, vous voyez à quel point les choses peuvent s'accélérer, et on voit des adolescents qui précocement, à 12, 13 ans, eh bien, sont en situation d'autonomie pour le meilleur et pour le pire, là aussi. Alors, voilà, donc dans ce contexte, s'est imposé deuxième temps peut-être de cet exposé, donc la nécessité du partenariat école-famille. Donc si on en fait la brève généalogie, on va dire que cette notion apparaît dans les années 80. Elle apparaît à un moment où effectivement il y a une interdépendance accrue entre le contexte urbain et le contexte scolaire, où il y a une dépendance des familles à l'école, et l'école se trouve, du fait de la seconde massification du secondaire, donc confrontée à des difficultés nouvelles, en particulier l'hétérogénéité des publics, et à une extension de ses missions, missions plus diversifiées et missions aussi plus longues dans le temps, puisqu'on scolarise sur une durée allongée. Donc le partenariat est apparu comme la réponse à un moment donné, confortée depuis, pour essayer de réguler les rapports entre l'école et son environnement, entre l'école et ses partenaires, entre l'école et les familles. Alors, c'est devenu un mode de régulation et, je dirais, une norme de régulation. C'est-à-dire que la relation école-famille, et c'est bien fait supposer, sont pensées à travers le modèle du partenariat. Dans cette logique, donc, les parents doivent apparaître comme des alliés, comme des partenaires, voire comme des recours pour les enseignants. Donc on passe d'un modèle où on faisait sans les parents à un modèle où il faut le faire avec les parents. Et on espère pouvoir composer avec ces parents en évitant de faire sur ou à la place des parents. Le paradoxe, je vais assez vite parce que je vais avoir l'occasion d'y revenir, c'est que vous connaissez bien, ce paradoxe du partenariat, c'est qu'il est plus développé là où il est jugé moins nécessaire, et plus lacunaire là où il est jugé indispensable. Donc, moi je suis parti là aussi de ce constat-là. J'entendais cela en permanence avec les jeunes professeurs à l'UFM, on ne voit pas les parents pour lesquels ce serait nécessaire, et inversement. Et puis quand vous interrogez les enseignants qui ont déjà un peu plus de métier, ils vous disent la même chose. Donc, à un moment donné, il faut quand même s'interroger, mais qu'est-ce qu'on fabrique ? Qu'est-ce qu'il se fabrique à travers ce partenariat? Et donc, quel est-il réellement? À quelles conditions peut-on être partenaire? Et quels sont les effets de ce partenariat? Alors, si on est à peu près réglé, donc il y a deux témoignages là qui vont être diffusés. Il y a celui de... Je vous laisse faire, oui, merci. Il y a celui, donc, je crois qu'on avait prévu les deux. Il y a celui de... On va passer Régine. Régine,
Voilà. Et après, on passera donc le témoignage de la principale de collège. À suivre. Hein. Non, ça sera on a tout à l'heure. Ça, c'est Catherine Trottard. C'est vrai que quand on n'a pas beaucoup de relations avec les écoles, on ne sait pas comment que ça évolue, on ne sait pas comment que ça... Donc, déjà, essayer d'avoir plus de contact avec les écoles. Et ça vient des familles, des fois, parce qu'il y a des familles qui n'osent pas y aller. Il y a des familles qui n'osent pas y aller, ça c'est vrai. C'est pas toujours évident. Pourquoi c'est pas évident? Moi, je sais que moi, je vais facilement maintenant, mais il fut un temps, je n'aurais pas été non plus. Est-ce que tu trouvais que c'était trop difficile, qu'on ne t'écouterait pas? Bah, je trouvais que c'était difficile déjà parce que bon, à l'époque où j'étais mariée, des démarches comme ça, j'aurais jamais pu les faire. Parce que mon ex-mari me l'aurait pas permis déjà. D'aller à l'école? Ah non, il m'aurait pas permis d'aller nulle part. Nulle part. Moi j'ai évolué depuis en fait 4 ans depuis que je suis divorcée. Et dans le groupe de colonel, justement, j'ai l'ex-maîtresse à Kevin, à mon fils. Et elle m'a dit, elle a bien fait la réflexion à tout le monde que j'avais vraiment évolué par rapport à ça. Parce qu'elle m'a dit, moi je vous ai connu, vous n'étiez pas comme ça. Je n'étais pas aussi franche, je ne disais pas ce que je pensais, je n'allais pas vers les gens, rien quoi. Rien. Parce que l'école, connaissant le père, ne voulait pas non plus, n'osait pas trop prendre contact non plus. Parce qu'il ne savait pas trop comment le prendre, enfin dans mon cas à moi quoi. Parce qu'il était quand même réputé violent. Donc l'école, c'est ce que disait la dame la dernière fois, que l'école, des fois, essaye de prendre contact, mais ne savent pas non plus comment s'y prendre. Vis-à-vis des familles, quoi. Et les familles, c'est pareil, vis-à-vis de l'école, ils savent pas comment. Certaines ne savent pas non plus comment franchir le pas. Moi, je pense que c'est réciproque des deux côtés. Ouais. Dans le cas, par exemple, de Kevin, il y avait des mots sur des demandes de rendez-vous, il y avait comment... Oui, c'était spécifié sur le cahier, il y avait des demandes de rendez-vous et tout ça, mais simplement, bon, le père n'était jamais disponible, soit qu'il mettait qu'il n'était jamais disponible, ou alors c'était moi, soi-disant, qui n'était jamais disponible, enfin, il arrivait toujours à contourner tout ça, quoi. Donc, ça se fait qu'il a fallu qu'il y ait un pépin, comme il y a eu, pour qu'on puisse avoir contact. C'est malheureux d'en arriver là, quoi. Parce que si vraiment il y aurait eu un contact dès le départ, cette catastrophe-là, elle aurait été évitée. Peut-être pas le placement. Parce que bon, c'était tellement dur que le placement n'aurait peut-être pas été évité. Mais déjà, l'école, le contact aurait pu être meilleur. Et parce qu'habituellement, bon, eux, encore l'école de Kevin, ils vont chercher les gens. Ils arrivent à aller à peu près chercher les gens. Mais dit, on a beau aller les chercher, c'est pas pour autant que les gens y viennent, quoi. Parce qu'ils ont eu, bon, ouais, comme il dit, parce qu'ils ont une peur, ou alors ils ont sûrement une peur de ne pas être à la hauteur, ou bon, bah, comme moi la première fois quand je suis allée, je me suis dit, oh là là, oui, où c'est que je suis tombée? Puis maintenant j'y vais facilement. La première fois où Ah oui, la première fois je me suis dit, où c'est que je suis tombée? Parce que quand j'ai vu les personnes, oui, je me suis dit, oh là là. Les personnes chez les parents ou chez les parents. Les autres parents? Ouais. Chez les autres parents, parce que je suis arrivée, j'ai été regardée de la tête aux pieds. Bon, je me suis dit, ça commence bien. T'énerves surtout pas, tu t'installes, tu dis rien. Puis ça s'est très bien passé. Je pense qu'il y a peut-être d'autres parents qui seraient venus, mais qui auraient fait demi-tour, quoi. Ils ne seraient pas restés, parce que de la manière que toute l'assemblée a regardé, c'est vrai que je me suis dit, mince, je reste ou je reste pas. Je dis, t'es arrivé là, t'as franchi le pas, tu continues. C'était peut-être mon imagination, c'est fort possible aussi. Mais je voyais bien, ma question déjà, ne serait-ce que de l'habillement, des choses comme ça. L'habillement, la façon de parler. Bon. Parce que nous, on a quand même tendance à parler notre langage. Et alors tu te dis... Ben, je me suis dit, je ne veux pas parler comme eux, ils vont parler, quoi. Eux, ils vont mieux parler que moi, ça va être mieux compris, ça va être mieux, et puis finalement, non. Je suis sortie quand même assez satisfaite, parce que je me suis dit, j'ai réussi quelque chose. Chose que je n'aurais jamais pensé réussir.
Ce sont les parents qui n'osent pas venir. Moi, je ne les vois pas suffisamment. Et quand vous dites qu'on les traite, enfin quand eux disent qu'on ne les traite pas comme les autres, quelque part c'est peut-être là le problème, c'est justement qu'on les traite comme les autres et qu'il y a peut-être même quelquefois un vocabulaire qui ne passe pas. Et quand je fais des lettres aux parents, quelquefois, non pas que j'emploie un langage très académique, mais quelquefois je me dis non, n'emploie pas ce terme-là, emploie quelque chose de plus compréhensible. Et moi je me demande si nous on sait vraiment se mettre à leur portée. J'ai beaucoup de mal avec les familles aussi longtemps que je ne les vois pas. C'est-à-dire que quand la famille, il m'est arrivé plusieurs fois, ça m'est arrivé aussi par le passé, mais encore cette année dans un autre contexte, où la famille appelle, elle appelle parce qu'elle n'est pas contente, donc elle crie très fort, etc. Et je lui dis, écoutez, venez, on va en discuter. Et après, ça passe. Donc il le faut, ce contact. Il le faut. Et ça passe dans les deux sens. Moi, j'ai compris des choses que j'ignorais, et ils ont compris des choses qu'ils ignoraient aussi. Et bon, mais certaines familles ne font pas cette démarche. Et n'appellent pas. Certains, il y a un problème avec l'enfant. Alors je suppose que c'est, ou bien ils s'en fichent, donc ils réagissent pas. Ou bien, c'est le collège qui ceci, le collège qui cela, c'est tellement plus facile. Mais ils bougent pas. Donc ça peut pas évoluer, la situation. Moi, je préfère qu'ils décrochent leur téléphone et qu'ils râlent un bon coup au téléphone et puis qu'après on s'explique. Au moins, on s'explique. Plutôt que des gens qui ne bougent pas ou qu'on demande d'avoir et qui ne viennent pas. Ils peuvent jamais. Ils n'ont pas de voiture. Ils ont toujours une bonne excuse. Alors c'est peut-être vrai qu'ils n'ont pas de voiture, mais au bout ils peuvent bien trouver des voisins quand vraiment il y a besoin pour l'enfant. De même qu'un gamin qui a des problèmes de lecture, on en a un par exemple qui, d'après l'évaluation 6e, là, en maths, calcul, c'est pas mirobolant, mais il s'en sort. Par contre, tout ce qui est écriture, français, lecture, compréhension de texte, etc., il n'y a rien. Eh bien, ça n'inquiète pas la famille. Alors que ça veut quand même dire que ce gamin, s'il n'est pas trop mauvais en maths, ça veut dire qu'il n'est pas idiot quand même. Donc, il y a quelque chose qui n'a pas été acquis au niveau de la lecture, qui relève probablement de la dyslexie ou quelque chose comme ça, mais personne ne s'en est jamais inquiété. Et nous, quand on dit à la famille, écoutez, il faudrait voir, il y a quand même des structures, CMPP. Oh, c'est où, il faut y aller. Alors, on explique, mais un taxi peut venir le chercher, mais il faut quand même consulter. Tout semble compliqué, et tout est sûrement compliqué. Je pense que c'est compliqué. Il faut les prendre par la main. Et puis voilà, est-ce qu'on est suffisamment... il y a des assistants sociaux de secteur quand même qui doivent prendre en charge. Alors, c'est très drôle parce que jusqu'à présent, j'ai toujours été dans des établissements très centre-ville, où j'ai passé, je suis quand même plus toute jeune, j'ai passé ma vie à démontrer aux gens qu'il n'y avait pas que la seconde générale, qu'il n'y avait pas que les classes préparatoires, qu'il n'y avait pas que Polytechnique, qu'il y avait aussi les BEP, et que par la voie du BEP, etc. J'ai passé ma vie à tenir ce discours-là. Et là, j'arrive et je vois un taux de passage en BEP, 50 ou 60%. C'est quoi ça? Et maintenant, je suis en train de tenir le discours inverse, de dire, mais il n'y a pas que le BEP, il y a aussi seconde. Donc, c'est carrément... cela dit, c'est instructif. Moi, je ne savais même pas que ça existait, quoi. Une fois de plus, c'est subjectif. C'est l'impression que j'ai pour certaines familles. L'école, faut y aller, on y va, il faut signer un papier, on le signe, mais ça ne va pas au-delà. On attend que le gamin puisse en sortir pour, en général, faire le même métier que papa ou maman. Et ça me surprend, parce qu'il y a quand même, pour faire un peu vieille radoteuse, ma génération, il fallait faire mieux que ses parents. Enfin, les parents avaient quand même un point d'honneur à ce que leur enfant fasse mieux qu'eux. Alors, je sais bien que ça a un petit peu évolué et que maintenant, c'est difficile pour les enfants de faire mieux que les parents. Mais là, on ne ressent pas ça du tout. On visionnera un témoignage d'un autre parent dans un instant, donc prénommée Catherine. Juste quelques mots peut-être pour compléter cette première analyse du partenariat.
d'abord en disant que effectivement le terme lui-même invite à des connotations positives. Donc c'est l'idée d'accord, d'entente, de consensus. Donc l'idée que nécessairement avec du partenariat et des partenaires, les choses vont dans le bon sens. Là aussi, je vais y revenir un peu après. Il faut se poser la question de comment on peut être partenaire et quels sont les effets du partenariat. Il y a des effets peut-être directs, puis il y a peut-être des effets induits sur lesquels je vais revenir dans un instant. Deuxième point, et là on le voit, je crois, en croisant les regards du parent et de la principale de collège, c'est qu'il y a un certain nombre de conditions et d'implicites pour rentrer dans la logique du partenariat, et que tous les parents n'ont pas les dispositions et les ressources, la compréhension de cette logique qui leur permettent effectivement de se constituer partenaires. Alors d'abord peut-être une définition, en tous les cas celle que je vous propose pour le partenariat, on pourrait dire que c'est la définition conjointe par les partenaires, par donc les personnes associées, des objectifs et des moyens à mettre en œuvre pour les atteindre. On peut distinguer le partenariat de la coopération, qui elle porte sur la définition des moyens à mettre en œuvre, mais sans porter sur la définition des objectifs, d'accord. Qu'on peut distinguer de la concertation, échange d'idées, on se concerte souvent, avant une action qui, elle, implique la collaboration, c'est-à-dire mise en œuvre conjointe dans l'action. Donc cette gradation nous permet de comprendre que lorsque, comme c'est écrit dans la loi d'orientation de 89, les parents sont partenaires permanents et à part entière de la communauté éducative, je cite, eh bien, finalement, on peut dire, mais est-ce qu'on ne met pas la barre un peu haut pour le plus grand nombre des parents qui ne vont pas être en mesure d'être des partenaires associés à la définition des objectifs? D'ailleurs, est-ce qu'on peut l'être réellement? Ni même, d'ailleurs, peut-être à celle des moyens à mettre en œuvre, parce que précisément, lorsqu'on se place du point de vue des familles populaires, on dispose de peu de ressources, de peu de moyens efficaces pour se constituer partenaires. Et puis donc, les implicites, ce que j'appelle les implicites, les non-dits du partenariat, c'est-à-dire des conditions à remplir, mais inégalement partagées par les parents. Et ce qui fait qu'ils vont être en position inégale pour se constituer partenaires, quand bien même ils voudraient jouer le jeu de cette relation avec les acteurs de l'institution scolaire. Ce que j'appelle le mode d'emploi. Quand peut-on contacter des enseignants? Selon quelle fréquence? Quels sont les interlocuteurs possibles? Qui se cache, entre guillemets, derrière les sigles? Qu'est-ce qu'un COP? Rencontrer un COP. À propos de quoi? Qu'est-ce qu'on peut aborder avec des enseignants? De quoi peut-on parler? Et là, un certain nombre de parents, comme moi j'ai rencontré, on va le comprendre aussi avec le témoignage de Catherine, qui savent pas bien, qui sont désorientés par rapport à cette logique du partenariat. 2, les modalités pratiques. On l'entend un petit peu à travers le discours de la principale. Elle fait comme si, d'évidence, les parents avaient les moyens d'eux, se rendre disponibles, etc. Elle semble oublier qu'il y a un certain nombre de parents qui ont des horaires décalés, il y en a de plus en plus. Il y a des familles monoparentales, en particulier dans les couches populaires. Il n'y a pas nécessairement les moyens de locomotion. Ça coûte vite cher. Et comme est dit, demander à des voisins, c'est contracter une dette. C'est les obliger. Donc c'est se mettre soi-même dans un rapport un peu délicat. Donc c'est pas si simple, y compris pour des choses qui nous apparaissent tellement évidentes pour nous. Donc modalités pratiques, de déplacement, d'horaire et de rendez-vous. Voilà des choses toutes simples, mais la question de programmer son temps. Hier encore, je discutais avec un collègue qui me disait que pour rencontrer donc des familles de ce profil, il avait fallu 5 rendez-vous. Pourquoi? Parce que tout simplement, elles ne sont pas dans la logique du rendez-vous. Elles oublient, il y a une urgence. Et c'est vrai que le quotidien est fait de beaucoup d'urgences qui se répètent. Et donc du coup, le rendez-vous avec le chercheur qui venait s'intéresser à leur famille, il est largement oublié. Maîtrise de la langue. Vous vous souvenez ce que dit cette personne, peut-être la première, donc elle dit nous on parle avec nos langages. On a nos mots, notre façon de parler. Et donc est-ce que cette façon de parler va être acceptée, légitime dans l'institution scolaire? C'est pas sûr, on se sent très dominé culturellement. On se sent un petit face à l'institution et a fortiori si on la reconnaît. C'est tout le paradoxe. Connaissance du fonctionnement de l'école. Là aussi, je vous apprends rien en disant que c'est quand même assez opaque et qu'il faut vraiment être de l'intérieur, et encore ça suffit pas pour réussir à décrypter tous les sigles.
Bon, mais il y a des sessions de formation pour ça. Donc, et capacité, parmi les critères, il y en aurait bien d'autres, à échanger avec des arguments acceptables. Est-ce que je vais trouver les mots? Est-ce que je vais pouvoir dire ce que je voudrais pouvoir dire aux enseignants? Donc, est-ce que je vais être accepté dans mes arguments, dans ce que je suis en tant que parent? Donc, il y a un certain nombre d'implicites qu'il faut questionner et dont il faut s'interroger sur les effets, y compris des effets de mise à distance de certains parents, et en particulier ceux des couches populaires, dont on voit bien que c'est pas si simple de franchir le seuil de la porte pour aller rencontrer des professeurs dans une réunion parents-professeurs. Alors j'ajouterais volontiers que ce partenariat, c'est assez habile d'une certaine manière du point de vue de l'institution, parce qu'il évite de désaccords et de conflits. Ça reste, ou la critique, ça reste en dehors de l'école. Or, si vous faites le travail que j'ai fait, vous avez rencontré des parents, vous leur demandez de parler de l'école, vous allez voir, c'est le plus gros chapitre du livre, que la critique, elle est bien là. Mais la critique, elle ne peut pas s'exprimer dans la logique du partenariat, puisqu'on est sur la logique du consensus et de l'accord. Donc c'est une façon assez habile, je dirais, de laisser la critique à l'extérieur. Et puis le partenariat fonctionne dans un rapport dissymétrique. Qui peut convoquer les parents? C'est bien l'institution scolaire, et il n'y a pas la réciprocité. Quels sont les effets du partenariat? Effets scolaires incertains. Alors, on a peu de recherches, on sait relativement peu de choses, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il semble que l'essentiel, si on devait garder un point positif, avec des effets positifs bénéfiques dans le partenariat, c'est l'idée qu'il va y avoir un lien, une continuité qui va s'établir par la médiation de cette relation, par la médiation des parents entre l'école et l'espace domestique. Et c'est très important parce que ce qu'on observe pour les enfants de milieu populaire, c'est qu'il y a comme une césure. Il y a le monde de l'école et il y a le monde de la maison ou du quartier, etc. Donc c'est deux mondes qui, l'un à côté de l'autre, mais qui sont sans continuité. Et donc la place symbolique faite à l'école, la place symbolique faite au savoir, la place symbolique faite à l'élève à la maison, elle est très réduite, parfois inexistante. C'est-à-dire que le gamin, il arrive, il s'oublie en tant qu'élève, il s'oublie avec les devoirs qu'il doit faire à la maison, et personne ne lui rappelle. Donc s'il y a cette césure, il y a plus de risques qu'il y ait des difficultés. Inversement, s'il y a un lien symbolique, et c'est pas toujours une présence physique, c'est un lien symbolique, ça peut être quoi? Tout simplement que les parents parlent de l'école à la maison, par exemple, fassent exister le savoir, l'école, l'expérience de l'élève au sein de l'espace domestique à travers une conversation ordinaire, mais les parents le font-ils? Pas tous, ils sont pas là, ils y pensent pas, ils savent pas que ça peut être un enjeu. Mais c'est une façon d'établir un lien, une continuité, et d'aider à donner du sens à la scolarité. Et lorsque des recherches comme celle de Bernard Lahire ont été faites pour essayer de comprendre ce qu'on appelle des réussites improbables, comment expliquer que des enfants dont les parents ni ne parlent ni n'écrivent bien sûr la langue française aient des enfants en plutôt bonne réussite scolaire à l'école élémentaire, le moment où il se situe dans son observation, eh bien un des ressorts de ce processus, c'est précisément le fait qu'on fait une place symbolique à l'école. On dit l'importance de l'école, on parle de l'école, et donc on aide à donner du sens à l'investissement scolaire. Donc toute la question du sens à travers ce lien symbolique entre l'école et la mosée, donner sens et cohérence. Et peut-être le deuxième effet, c'est de changer évidemment les perceptions et préjugés réciproques. On le voit bien à travers le témoignage de Régine, qui dit, comme souvent, c'est la première fois le plus difficile, eh bien, une fois qu'on l'a fait une fois, ça y est, maintenant, elle y retournera. On comprend que elle est à l'aise, elle peut aussi s'exprimer face à des enseignants. Alors, le risque, c'est aussi accentuer le différent avec certaines familles. Et on va le comprendre surtout à la lumière, je vais passer assez vite, des logiques que je vais dérouler dans un instant après le témoignage de Catherine. C'est quoi cette idée du différent? Différence, c'est l'idée qu'il n'y a pas d'accord sur les règles de l'échange. C'est-à-dire la façon dont le partenariat fonctionne en tant que mode de relation, en tant que même norme de relation, eh bien, c'est pas accessible, c'est pas partagé par l'ensemble des parents. Les règles de l'échange sont pas les mêmes. Vous allez le comprendre tout à l'heure à travers les logiques que je vais dérouler. Deux, il y a une hétérogénéité des références éducatives. Donc, c'est parfois des mondes si hétérogènes qu'évidemment, ils ont du mal à se rencontrer. Souvenez-vous de ce que je disais dans le processus d'acculturation antagoniste, c'est-à-dire qu'il faudrait que chacun fasse un petit peu du chemin symbolique qui le sépare de l'autre. Et on voit que ce processus, il reste un petit peu au milieu du gué et que c'est compliqué. Enfin, les principes de jugement
ne sont pas les mêmes. Ça, c'est très fort. C'est-à-dire qu'on voit que les parents jugent à partir des critères domestiques, pour dire les choses très simplement, et l'école juge à partir des critères scolaires. Et je pense que là aussi, vous aurez certainement des exemples en tête, mais les parents vont dire, mais il se comporte bien à la maison, il est gentil avec les autres, il aide. Enfin, bon, c'est un bon enfant, surtout que c'est le sien, évidemment. Donc, on comprend pas pourquoi il est sanctionné, pourquoi il est jugé comme ça, certainement qu'il a été influencé par d'autres, etc. Autrement dit, les parents, mais c'est aussi toute leur dignité, c'est aussi leur socle identitaire, se placent sur le registre domestique de la compétence éducative. Donc c'est celle-ci qu'il faut ménager, je dirais, d'une certaine manière. Évidemment, dès lors qu'il y a une sanction qui tombe, c'est le parent qui est lui aussi mis en difficulté par rapport à ses qualités éducatives. D'une certaine manière, les parents n'ont pas bien fait leur travail. Or, en particulier les mères, acceptent difficilement, effectivement, de voir ébranler leur identité, leur qualité de parents. C'est le socle de leur identité. Donc, effectivement, dès qu'on y touche, dès qu'on touche à leurs enfants, eh bien, c'est une partie d'elles-mêmes qu'on fragilise. Enfin, et on va voir le témoignage de Catherine, peut-être des effets pervers, et je crois qu'on doit être attentif à cette interprétation que je vous propose, au sens où, étant peu explicité, donc c'est-à-dire laissant faire la connivence culturelle, le partenariat pourrait, in fine, profiter à une minorité et désavantager un certain type de familles qui ont du mal à s'inscrire dans cette logique. On peut parler en termes d'effets pervers, au sens où cette norme de relation, bien comprise par une partie des parents, fabrique indissociablement des parents absents, des parents déviants, des parents dont le silence devient culpabilité. Et si je parle du différent, c'est un concept que je reprends au philosophe Jean-François Lyotard, qui dit bien que dans un rapport de dépendance mutuelle, le silence rend coupable. Donc, moralement, on porte la responsabilité des difficultés, du différent qui est fécondé par l'absence, par le silence de certains parents. Et c'est vrai que parfois le silence est éloquent. Les parents ne répondent même plus aux convocations, vous le savez bien. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Il faut essayer d'interpréter ça et se demander qu'est-ce qu'on fabrique d'une certaine manière à travers cette norme du partenariat. Alors je propose pour peut-être en avoir une analyse indigène, mais alors, très riche, le témoignage de Catherine, c'est assez remarquable. C'est une sociologue qui s'ignore. En tous les cas, sociologue de son expérience. C'est très, très remarquable. Alors moi j'ai ma fille, j'ai ma fille qui a 36 ans de mon mari. Bon, elle a fait des études très courtes. Bon, elle est mariée, elle a 4 enfants. J'ai mon deuxième garçon qui a 32 ans et qui travaille aussi. Mais mes 2 jeunes, j'en ai un qui a 20 ans, qui va avoir 20 ans l'année prochaine, qui est donc Nicolas, qui a eu beaucoup de mal à l'école, et malheureusement. Mais ça n'a pas empêché qu'il a trouvé du travail, ponctuellement, et que c'est un travailleur et qu'il est bien vu, il passe partout. J'ai mon deuxième, mon dernier, mon quatrième, il est à l'école à Lamballe, il est en pension, et il est attiré sur le truc de mécanicien agricole, il fait agricole si vous voulez, mais c'est sur les gros camions et les bulldozers, un peu tout ce truc-là, quoi. Et pendant les grandes vacances et pendant toutes les vacances qu'il peut avoir, il va travailler dans une carrière qui est à Saint-Médard, qui est bien vu aussi. Voilà. Et ça, c'est un sanctionnement. Je dis, vous saurez ce que c'est que la valeur de l'argent, vous saurez ce que c'est que de gagner quelque chose. Parce que moi, j'étais vraiment dans la pauvreté jusqu'aux oreilles, Moi, je m'en suis sortie par mes enfants. Je n'ai vécu que pour mes enfants. Faut se battre. Nous, on se bat. Les autres, il y a des enfants de personnes très bien placées qui n'y arrivent pas non plus. Mais on va rien leur dire à ça. Ça, je regrette. C'est pas les mêmes paroles. Les comportements des institutrices envers un enfant que les parents sont aisés, et qui a la même difficulté que l'enfant d'un pauvre, qui a la même, mais leurs choses ne sont pas évoluées pareil, on ne le montre pas pareil, on ne discute pas la même chose.
Vous dites c'est pas les mêmes mots, c'est pas les C'est mêmes pas les paroles. mêmes. Non, pas du tout. C'est pas les mêmes mots, c'est pas les mêmes paroles, c'est même pas le même regard. Ah ben oui, parce que l'enfant personnes bien placées, on dit ah ben oui, oui, mais c'est embêtant parce que ne t'apprends pas comme social, mais ça viendra peut-être, ou ceci, ou cela. Mais à l'enfant des pauvres, on leur dit pas ça. Non, on va dire au psychologue, ben oui, vous savez, non. Bon, ah ben oui, ah ben là, puis ça suit toute la famille, hein, vous êtes assurés. Hein. C'est que les écoles, eh ben, ne prennent même pas compte de la part des parents. Ils ne contactent même pas les parents. C'est eux qui ont le monopole avant nous. Et c'est eux qui choisissent avant nous. C'est eux qui choisissent avant nous. C'est pas autre chose. Ils ont eu leur stade et puis ils ont discuté ensemble et puis ça, puis tout d'un coup on vous dit, au bout de, c'était 3 mois, on vient de vous dire, ah ben oui, mais votre fils, ça va pas, il est toujours tout seul, ou il est toujours seul, il n'apprend pas, ou il a du mal à apprendre. Mais c'est au bout de 3 mois. On vous dit ça 3 mois. Mais c'est, alors, où on répond quand même, où je ne suis pas d'accord. On est quand même des parents, on est là. On est fait pour servir, on est fait pour savoir ce qui passe. On n'attend pas 3 mois après. Hein, ça faisait 3 mois que Nicolas avait été à l'école, il était toujours dans son coin, il n'avait pas parlé, pas un mot. Ils sont venus, ils me disent, est-ce qu'il parle votre fils? Je dis, oui, mon fils, il parle. Elle me dit, vous êtes sûr? Mais je dis, vous ne me prenez pas pour une idiote, non? Oui, mon fils parle. Et effectivement, ça faisait 3 mois, il avait été à l'école. Pas de réponse, et on a attendu 3 mois avant de me le dire. Mais par contre, eux, ils avaient fait toute leur petite enquête, leur enquête. Oui, parce que vraiment, ils vont au plus profond des familles. Hein. C'est-à-dire? Ils vont chercher tout ce qu'il y a de plus touchant pour une mère ou même pour un père, parce que le père, ils vont pas chercher sous le père, c'est souvent la mère qui explose. Parce que la mère, elle a quand même un petit peu de répondant, et puis bon, elle est plus tendre, elle est plus ça, c'est que le père, lui, c'est bon, on éclate, et puis ça va mal, quoi. Mais ils savent très bien blesser les parents. Jusqu'à un point de dire, on demandait les antécédents si les parents boivent pas, demander aux enfants, alors, je sais pas. Si on vous dit qu'un enfant ne parle pas et qu'on leur dit est-ce que ton père et ta mère boivent ou est-ce que ton père et ta mère font ceci ou cela, est-ce qu'un enfant va répondre? À mon avis, je pense pas. Il ne va pas répondre. Il va se ramasser dans son cocon puis terminer. L'assistance sociale, il en faut. Les psychologues, il en faut. Mais il y a 2 bases, 2 mesures. On ne prend pas les gens pour des imbéciles non plus. Moi, c'est ce que j'ai à dire. On les prend le taux où ils sont. Mais parce qu'ils ne sont pas bêtes, hein. Ils savent nous traduire les choses en disant tiens, la mère elle est de ceci et la mère elle est de cela. Oh ben elle n'a pas été à l'école, elle va pas savoir nous répondre. Mais manque de peau, c'est que la mère elle sait très bien répondre. Là-dessus, je jamais été à l'école, mais vous en faites pas. Quand il s'agit d'enfants, que ce soit les miens ou que ce soit ceux des autres, il y a la réponse. Quand vous voyez quand même 17 personnes autour d'une table ovale, on vous met dans le bout, et puis vous entrez, vous diriez une bête curieuse, parce que chacun te regarde à sa façon. Ils ont des regards qui n'en disent beaucoup, mais franchement, ils nous prennent pour moins que rien. Parce que eux, ils le savent, ils ont fait leur choix. Là, vous parlez d'une réunion de conseil de classe. Le conseil de classe, enfin des psychologues, des médecins, des instituteurs, j'avais l'inspecteur académique, il y avait 17 personnes qui étaient là, concrètes, en train d'attendre ce que j'allais dire. Ils pouvaient parler, ça part en l'air, mais il y a l'écoute, il y a le savoir de dire et de faire. C'est surtout ça, il y a le savoir de ne pas blesser les gens, et la sagesse aussi de pouvoir être franc avec les parents. Parce que le 3/4, c'est ça qui manque. La franchise et d'aller au-devant des parents. C'est là où ça manque. Difficile d'intervenir après un témoignage aussi juste et puis émouvant en même temps. Donc j'ai essayé dans le très peu de temps qui
qu'il me reste, donc je vais aller directement sur les 3 logiques, tenter d'éclairer un peu le rapport de ces familles les plus éloignées, les plus à distance de l'école, peut-être l'envisager sous 3 logiques différentes. La première logique, on le comprend à travers le témoignage de Catherine Trottard, donc cette mère, c'est une logique de confiance qui peut virer, sous certaines conditions, dans certains cas, c'est ce qui se produit là, à la défiance. La logique de confiance, c'est à un niveau assez général une adhésion aux valeurs de l'école républicaine. Mais c'est vraiment de cet ordre-là, surtout pour les minorités, pour les plus dominés dans la société. Dominique Schnapper montre bien dans la communauté des citoyens que plus on est dominé, plus on est minorisé dans la société, plus on intéresse qu'il y ait des institutions qui vous protègent. Donc l'égalité de droit, on pourra l'obtenir par le biais des institutions, au rang desquelles figure, bien sûr, en pensant à ses enfants, l'institution scolaire. C'est pas qu'une égalité des chances, c'est une égalité des droits. Donc toute atteinte à l'enfant, tout signe qui peut apparaître comme effectivement discriminatoire, du coup suscite des réactions très vives de la part des parents. Confiance vis-à-vis de l'école. Pourquoi ? Parce qu'on juge les enseignants compétents. On attend beaucoup de l'école, je l'ai dit tout à l'heure. Ils sont professionnels. Alors parfois, effectivement, ça confine à la délégation éducative. Les parents s'en remettent à l'école. Ça, c'est assez typique des familles populaires. Mais là où des enseignants, comme je l'ai entendu parfois à l'UFM, disent les parents démissionnent d'une certaine manière. Ils nous confient comme ça leurs enfants et puis on les voit plus, etc. On peut proposer l'interprétation inverse. Ils font confiance. Ils font confiance. Ils jugent. Ils savent que les enseignants sont plus compétents qu'eux. Ils espèrent en l'école. Et cette délégation, donc, vaut comme confiance. Mais, on le voit aussi dans le témoignage de Catherine, et on pourra en prendre bien d'autres, ils attendent d'être informés par l'école. Donc, ils sont dans une remise de soi vis-à-vis de l'école. Ils ne savent pas apprécier la situation, les difficultés. Ils ne sont pas beaucoup d'informateurs pour les renseigner sur ce qui se passe dans la classe. Ils ne sont pas au quotidien dans des échanges avec des enseignants. Ils n'ont pas dans leur réseau de relations des professionnels de l'école. Nous, on vit avec cet univers relationnel. Eux, personne n'est enseignant dans leur environnement immédiat. Ils ne les côtoient pas, les enseignants. Ils ne les côtoient pas, les agents de l'institution scolaire. Donc, ils n'ont pas d'informations. Ils n'ont pas d'informateurs privilégiés comme nous les avons. Enfin, nous, assez large, classe moyenne. Donc, ils ont une difficulté à apprécier la situation. Et ils sont dans une norme qui est celle qui leur dicte de ne pas intervenir. Et Catherine le dit très bien. Elle ne comprend pas pourquoi le collège a attendu 3 mois avant de lui signaler le problème avec son fils Nicolas. Quelle était sa position ? Sa position, c'était une position d'attente. Tant que l'école ne me communique pas une information, me fait pas signe, j'ai pas de raison de m'inquiéter. Mais pourquoi faut-il attendre aussi longtemps pour me dire qu'il y a un problème qui quand même est relativement grave et qui va être examiné en conseil de classe. Donc la norme, c'est de ne pas intervenir. Vous voyez, alors là, on est sur du différent. Ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire les règles de l'échange ne sont pas les mêmes. Du point de vue de l'école, c'est aux parents de démarcher, de suivre, de s'informer, etc. Du point de vue des familles, d'une partie des familles en tous les cas, c'est au contraire à l'école d'aller au-devant. Elle termine l'entretien dans ces termes. Et donc, cette logique de confiance peut virer à la méfiance, voire à la défiance, surtout si y a l'annonce tardive d'un problème, d'une décision vécue comme irréversible. Ils avaient pris leur petite décision, voilà, c'était déjà arrangé, puis finalement on met devant le fait accompli, donc sentiment de dépossession et d'impuissance mêlé très fort du côté des parents, voire un sentiment de trahison que j'ai entendu dans les entretiens que j'ai menés avec ses parents. On a été abusé par l'école, on a été trahi par l'école, j'ai fait confiance et cette confiance donc est trahie. Deuxième logique, la logique critique. Je l'ai évoqué tout à l'heure, donc j'y reviens très brièvement, vous m'excuserez. Il y a 3 registres de logique critique. Donc celle-là, évidemment, on ne l'entend pas dans l'enceinte de l'école, ou très peu, mais beaucoup plus à l'extérieur de l'école lorsqu'on va rencontrer les parents. Première logique, l'élitisme des enseignants. Donc, à travers les savoirs enseignés, je ne développe pas, à travers les devoirs à la maison, ça je crois que c'est un point tout à fait important, parce que les parents, comme ils ne peuvent pas aider, ils vivent ça comme un désavantage relatif. Plus on donne de devoirs, moins on laisse de chance à l'enfant. Plus on désavantage les familles par rapport à la scolarité de leurs enfants. Ils ne peuvent pas aider. Et à travers des attitudes en classe, alors les parents interprètent, voire surinterprètent, et d'ailleurs il faut quand même dire que les jeunes sont parfois assez habiles pour présenter sous un jour évidemment qui leur est favorable et où ils se dédouanent la situation dans laquelle ils se sont compromis. Mais
Il y a le sentiment que parfois les profs sont trop laxistes, voire démissionnaires, ou qu'ils ne s'occupent que des meilleurs. Alors ça revient très souvent. Hein. Eux, ils ne travaillent que pour les bons élèves. Alors vous savez, ils disent, eux, ils s'en fichent, ils ont leur fiche de paye qui tombe tous les mois, c'est régulier, donc que les élèves apprennent ou pas, c'est pas grave, et ils ne s'occupent que des meilleurs. Donc sentiment d'injustice qui parfois est très fort. Donc dès qu'il y a un petit incident, évidemment, les choses s'enveniment parfois très très vite. Deuxième critique, c'est le manque d'autorité des enseignants. Moi qui ai enseigné à l'UFM, j'ai beaucoup insisté, puis j'ai écrit quelques articles sur cette question d'autorité, parce que ça me paraît vraiment capital. L'autorité, c'est pas simplement la discipline dans la classe, c'est un enjeu d'apprentissage. Si c'est pas calme dans la classe, les élèves peuvent pas apprendre. Et ceux qui ont besoin de plus de temps pour apprendre, ce sont ceux qui sont précisément plus en difficulté, plus souvent dans les familles populaires. Donc, c'est pas simplement que le style d'autorité ne convient pas, c'est pas simplement un enjeu d'ordre scolaire, c'est un enjeu d'apprentissage. Ce qui fait le plus la différence entre les contextes en ZEP et hors ZEP, c'est le temps d'exposition aux apprentissages des élèves. Et donc, comme ce temps est considérablement diminué en ZEP du fait de la perturbation de l'ordre scolaire, eh bien, les élèves n'apprennent pas moins bien, ils apprennent moins tout court. Ils ont moins de temps pour apprendre. Donc, ceux qui auraient besoin de plus ont moins, en tous les cas, en temps d'apprentissage. Enfin, troisième élément qui structure les critiques des parents, c'est le traitement jugé discriminatoire sur une base sociale, mais surtout sur une base ethnique. Hein, donc je crois que les familles qui souffrent déjà de ces préjugés à leur encontre hors l'école, eh bien évidemment le vivent aussi à travers leur enfant, et donc toute atteinte portée sur l'enfant, c'est quelque chose qui les atteint elles-mêmes. Donc là, elles sont solidaires de leur enfant, et tout classement scolaire, toute sanction est surdéterminée par ce critère, par ce prisme discriminatoire, hein, ce prisme ethnique, hein, qui vire au sentiment discriminatoire. Donc, que font les élèves et que disent parfois les parents, c'est que les profs sont racistes. Vous savez comme moi que ça s'entend. Là, c'est ça. C'est ceux qui, effectivement, sont stigmatisés, ont le sentiment d'être discriminés, eh bien, renversent le stigmate contre les enseignants qui sont taxés de racistes. Enfin, troisième logique, et là, elle est magnifiquement, si je puis dire, exprimée, incarnée par Catherine dans le témoignage, c'est la logique de la défense identitaire. Se tenir à distance, se faire petit au sens de se faire oublier, c'est une façon pour les plus démunis, les plus dominés de se protéger. Donc on se protège soi et on protège les siens. Donc c'est une tactique, hein, c'est pas une stratégie, hein, c'est pas programmé, anticipé, c'est réactif par rapport à une situation qu'on subit, mais il faut essayer de composer avec cette situation qu'on subit. Eh bien, effectivement, on va essayer d'éviter, de dissimuler la stratégie du discréditable, hein, de celui qui craint d'être stigmatisé, d'être mis en cause. Eh bien, c'est la dissimulation. Hein. On essaie de se faire oublier, de se tenir à distance. C'est une façon de tenir l'école à distance, d'éviter qu'elle s'immisce trop dans la vie des familles. Vous vous souvenez de ce que dit Catherine à un moment donné, hein, ils fouillent très loin, hein, jusque dans l'intimité de la vie des familles. Et c'est vrai, hein, puisque moi j'ai mené un travail auprès sur les commissions d'appel, et donc il y a des assistantes sociales scolaires qui sont dépêchées dans les familles. Je me souviens de cet entretien avec la mère, avec son bébé sur les bras, qui disait que il y avait une visite d'assistante sociale scolaire. Elle vit ça très très mal. Hein, le sentiment que, évidemment, soupçon d'alcoolisme, d'hygiène, de soins qui ne sont pas apportés. Alors que, précisément, c'était une mère qui faisait trop pour les devoirs de ses enfants. Donc, les familles peuvent vouloir se tenir à distance pour éviter cette immixtion de l'école, et elles ne savent plus comment faire, parce que si elles ne viennent pas, elles sont stigmatisées comme des missionnaires, et si elles se rendent dans l'école, c'est pour s'entendre dire tout ce qu'elles ne font pas ou ne font pas bien. Donc, elles cherchent à se défendre. Ça me paraît légitime, j'irais même plus loin que ça me paraît salutaire. C'est-à-dire, quand votre identité est menacée, que la composante essentielle de votre identité, c'est le fait d'être un parent, eh bien, vous préservez cette identité et vous préservez le lien qui vous attache au vôtre. Donc, les parents se protègent des jugements de l'école, et dans la mesure où il y a un fil rouge, comme je dis, qui court de l'élève à l'enfant et de l'enfant à la famille, chaque fois, et je crois qu'il faut interpeller les enseignants les aider à prendre la mesure des effets en chaîne de ce qu'ils peuvent dire dans la classe, à l'école, et même des effets de jugement scolaire, c'est-à-dire dire quelque chose scolairement de l'enfant, c'est quelque part dire quelque chose des qualités éducatives des parents.
Et c'est la raison pour laquelle il est si agréable, lorsque son enfant connaît la réussite scolaire, d'aller se mirer dans le regard des enseignants qui disent tout le bien qu'ils pensent de votre enfant, donc de vous-même en tant que parent, et des qualités éducatives, et beaucoup plus difficile lorsqu'évidemment il est en difficulté scolaire, peut-être qu'il ne se comporte pas comme il faut, il y a déjà des échecs, comment aller garder la face et préserver sa dignité dans un rapport avec les enseignants lorsque effectivement son enfant connaît des trajectoires scolaires chaotiques. Donc il y a là une tactique de retrait défensive, salutaire peut-être du point de vue identitaire. On se protège soi, surtout que le passé scolaire est réactivé à travers son enfant. On se protège dans son identité. La composante principale de l'identité sociale des mères de milieu populaire, c'est le fait précisément d'être des mères. Et ça, on l'entend très bien dans les propos de Catherine qui dit que sa vie, c'est ses enfants. Donc, touchez pas à mes enfants parce que vous touchez à une partie de moi-même. Et des effets familiaux, c'est-à-dire qu'on protège le lien familial. Il est toujours assez surprenant de constater, ce que j'ai observé, mais vous aussi j'imagine, que des enfants qui ont des parcours scolaires chaotiques peuvent avoir de très bonnes relations avec leurs parents. Donc, il y a un moment donné, la famille se protège du jugement de l'école, on oublie l'école, non pas par démission, mais parce que c'est plus possible de composer avec l'école, lorsque l'enfant connaît trop de difficultés. Donc, se retirer, se faire petit, y compris en ne répondant pas aux convocations, c'est une façon peut-être de se préserver et de se protéger des effets de la symbolique de la domination. Donc, on me dit de conclure. Je conclus. En 4 mots. Des principes pour l'action. Donc je me garderai bien de dire ce qu'il faut faire. J'essaye de poser les termes d'une réflexion sur le partenariat et la façon de composer avec les parents. Ce qui me paraît évident, c'est que, comme c'est écrit en gras, il n'y a pas de réponse clé en main, et ce serait une erreur de se dire que, effectivement, il y a des bonnes solutions, des bonnes formules qu'on peut transposer. Dans la mesure où on est dans un univers scolaire de plus en plus contextualisé, ce qui peut fonctionner dans un contexte ne fonctionnera pas dans un autre. Donc, essayons de penser, d'adapter les réponses selon des contextes. 4 mots-clés, donc je m'en tiendrai à ça. 1, l'explicitation. Je crois qu'il faut dire plus clairement ce qu'on attend des parents et expliciter le mode d'emploi. C'est pas transparent, tous les parents ne sont pas à égalité pour accéder à cette connaissance. Et la démocratisation à travers l'explicitation, c'est une condition de la démocratisation. Dire les choses plus clairement, c'est peut-être une façon d'éviter de faire jouer la connivence culturelle, donc d'être plus démocratique dans l'action avec les parents. 2, la diversification. Les contextes sont différents, les familles sont différentes, donc il faut réfléchir à une diversification des dispositifs et des modalités d'action en direction des parents. 3, l'anticipation. On le comprend dans le témoignage de Catherine. C'est difficile pour les acteurs d'institutions scolaires, je le conçois très bien. Quand il y a une équipe de jeunes profs qui s'installe, et y compris les personnels de direction d'établissement dans un collège de banlieue, on ne pense pas nécessairement en premier lieu aux parents. Il y a d'autres urgences, d'autres priorités. Sauf que le temps passe et qu'effectivement, l'anticipation peut plus avoir lieu et 3 mois après, on tombe dans les problèmes dont nous parle Catherine. Enfin, dernier point, médiation et intermédiation. Ne pas penser la relation parent-enseignant, justement, c'est peut-être une erreur de voir les choses comme ça, mais plutôt dans un réseau avec des médiations, des intermédiations qu'il faut faire jouer, solliciter pour éviter une confrontation inégale, difficile, voire impossible pour les parents. Donc là, il faut réfléchir sur les partenaires et les réseaux qu'on peut activer. Je vous remercie et moi aussi j'ai activé pour finir.